Donc, je me représente, donc Paul Delacq-Vigier, je m'occupe de Vexia-Gallier et je fais un doctorat d'histoire au Japon, histoire du droit, pardon. Donc le sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé de la possibilité du coup d'État et de la nécessité de sortir de la légalité. Donc, donc je vais essayer de ne pas dépasser 30 minutes maximum, plutôt 20 minutes. Et donc ma présentation sera centrée donc, sur ces deux points, ces deux sujets, possibilité d'un coup d'État d'une part et nécessité de sortir de la légalité d'autre part. Première chose, alors pour introduire, peut-être que certains d'entre vous le savent, ou peut-être pas, mais en japonais, il est intéressant de constater comment on dit coup d'État. Donc en japonais, pour dire coup d'État, on dit coup d'État. C'est ça. Donc c'est en français, hein, c'est intéressant puisque ça veut dire que quand le mot est rentré en japonais, alors je ne sais pas exactement quand, mais enfin c'était déjà connu que en France post-révolutionnaire, et donc le coup d'État était un peu un sport national et que à tel point que le mot est rentré dans la langue japonaise telle qu'elle en français. Donc il se trouve qu'il est facile à dire pour un japonais aussi, mais bon, voilà. Donc nous avons peut-être en France une relation très particulière au coup d'État dans l'histoire depuis la Révolution, puisque, bon, comme vous le savez, les régimes se sont succédés euh, sans, sans discontinuité depuis la Révolution. Et pour le 19e siècle, presque tous les 10 ans, quasiment tous les 15 ans. Et quasiment à chaque fois avec pas dans le calme, disons. Donc ça, c'était une première constatation. Ensuite, bon, mon titre, évidemment, fait aussi référence à un texte très connu donc de Maurras, qu'il a d'ailleurs rendu célèbre en 1910, qui s'intitule Si le coup de force est possible. Je vais juste vous lire l'incipit, le début de cet article, qui reste très intéressant et très d'actualité. Je voulais juste le début. Donc, si le coup de force est possible, quiconque lit l'action française y rencontre sans cesse deux idées. Donc, ça a été écrit en 1910. C'était la période, disons, d'or avant la Première Guerre mondiale, et où Maurras, encore jeune, a converti, voilà, je sais pas enfin, a converti tous ses collègues d'Action française et au-delà au royalisme, alors que tout le monde autour de lui à cette époque qui était, disons, qui pensait au pays ou quoi, était en général républicain. Donc, quiconque lit l'Action française y rencontre sans cesse deux idées qu'on ne trouve guère que là. Il faut, dit-elle, constituer un état d'esprit royaliste. Et dès que cet esprit public sera formé, on frappera un coup de force pour établir la monarchie. Ce coup de force est légitime, puisqu'il brise un régime dont toutes les pensées tendent à tuer la patrie. Ce coup de force est nécessaire, car il est impossible d'en finir autrement avec ce régime démocratique et républicain. Notre propagande, conclut l'Action française, fait donc une conspiration à ciel ouvert. Ayons condamné le régime, travaillons à l'exécuter. Assurément, tous les royalistes, qu'ils soient ou non ligueurs de l'Action française, admettent la nécessité de constituer un état d'esprit royaliste, au moyen d'une propagande énergique. Quand il s'agit du coup, l'entente est moins complète. Les membres de l'Action française se heurtent quelquefois aux objections multiples que soulèvent surtout les esprits désireux de faire montre de bon sens et de modération. Nous estimons au-dessus de toute la juste mesure, euh, oui, mais qui donc a dit qu'il ne faut pas être plus sage que la sagesse et qu'il n'est pas tout à fait sage de l'être trop? C'est ce qu'il convient de rappeler d'abord à nos doux critiques. Ici, trop de sagesse conduit à délirer. Voilà, je vais m'arrêter là, mais voilà, c'est juste le début. Je vous conseille de lire ce texte et pour le coup, il reste tout à fait d'actualité. Donc, il y a deux choses. Alors, sur la fin, là, ce que je viens de lire, là, trop de sagesse peut faire tendance à délirer et quelqu'un a dit euh, euh, qu'il ne faut pas être plus sage que la sagesse. C'est une référence implicite, je pense. Enfin,
au texte de Saint Paul, quand Saint Paul justement a il dit exactement ça, il dit il ne serait pas sage d'être trop sage, etc. Bref. Mais ce qui est très intéressant, donc j'ai appelé bon, la possibilité de coup d'État, parce que tout le monde parle de ça, mais en fait, ici, Maurras fait une distinction qu'il n'invente pas, hein, qu'il faut prendre de choses plus anciennes, c'est-à-dire qu'il parle de coup de force et pas de coup d'État. Et la distinction peut sembler oiseuse, mais en fait est très importante, puisque c'est ça qui va faire la différence entre quelque chose qui est légitime et pas légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde l'histoire en France depuis la Révolution, c'est le concours des coups d'État. Et le coup d'État, qu'est-ce que c'est? C'est s'emparer d'un appareil d'État euh, sans se préoccuper. Enfin, le régime peut changer ou pas changer, en fait. Ceux qui font le coup d'État s'en fichent un peu. Et en prenant l'appareil d'État, on refait la même chose, en fait. Même si ce n'est pas les mêmes politiques exactement, c'est exactement les mêmes logiques euh, modernes, modernistes, de la façon de faire la politique. Et là, ce que en fait, appelait l'action française à l'époque, c'est un coup de force. C'est-à-dire que la force peut être légitime. Quand il y a une injustice, on peut utiliser la force pour amener la justice. Et la force en elle-même, d'ailleurs c'est une vertu, est quelque chose de bon si c'est bien utilisé. Disons que c'est un outil. La force par elle-même ne présage rien de la façon dont elle est utilisée. Et, et donc dans ce sens, si un coup de force, donc qui n'est pas un coup d'État, qui n'est pas l'idée de s'emparer d'un appareil d'État pour faire la même chose que font les autres, même si c'est même si c'est pas pour les mêmes raisons, mais enfin en pratique faire la même chose. Le coup de force, lui, vise à rétablir une justice et la présupposer, donc qui ne développe pas, mais c'est ce qu'il appelle un état d'esprit royaliste. Donc en fait, c'est ce que nous, les légitimistes, on appelle la doctrine légitimiste, et donc la politique traditionnelle qui se soucie du bien commun et où l'État reste à sa place, où il n'y a pas de statolatrie, où on ne veut pas la souveraineté pour la souveraineté, mais où l'État est à sa place et surtout incarné dans un roi qui s'occupe du bien commun et qui utilise les moyens qu'il a pour cela et sans tomber dans la logique révolutionnaire. Bon, ça c'était la première chose que je voulais dire. Euh, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est aussi de tout temps, je pense, et ce qui est tout à fait normal, c'est que dès qu'on dit coup d'État, ou enfin coup de force, euh, forcément, forcément on perd tout de suite, disons, l'écoute des gens, ou parce que ça fait peur. Mais ce qui est logique, puisque on préfère un ordre tyrannique qu'à une possibilité de désordre qui peut être encore pire au fond. Et je pense qu'il y a une sorte de fond dans l'homme, parce que nous sommes un homme politique, et des hommes politiques, enfin, l'homme est un homme politique, comme le disait Aristote, et donc on ne peut pas vivre sans la société, quelle qu'elle soit, et au fond, même aussi tyrannique, aussi légitime que soit un état de fait, euh, le désordre fait encore au fond plus peur, ce qui est logique puisqu'il y a une certaine inconnue et disons que en général, d'ailleurs on le voit aussi en économie sur d'autres sujets, on n'aime pas l'incertitude euh, et ça peut-être ça montre en creux que notre âme est faite pour l'éternité, la stabilité, etc. Mais donc on préfère la certitude, disons, parfois de la tyrannie à l'incertitude de quelque chose qui va mieux. Parce que ça peut toujours être pire. Bon, et c'est une vraie, c'est un vrai sujet. Mais en même temps, et ça, les légitimistes, on constate ça évidemment, c'est que quand il y a une logique qui est révolutionnaire et viciée et illégitime, on ne peut rien faire de bon en fait. Et je pense que pour notre génération, juste avant la conférence, on discutait un tout petit peu sur des sujets différents, mais que depuis 30 ans ou depuis 20 ans, enfin je ne sais pas exactement depuis quand, mais clairement, tout ce que touche l'État, de près ou de loin, euh, ou tout ce que touche la sphère publique maintenant touche à tout, se dégrade, se détériore, et même des choses qui techniquement, a priori, n'auraient rien à voir avec ne serait-ce que les domaines régaliens,
se détériore. On n'est plus au stade peut-être de l'époque justement de Maurras où ce qui était le plus détérioré était quand même ce qui restait le plus régalien, donc la diplomatie, la monnaie d'économie, la gestion de l'armée et de la politique publique, mais même la Troisième République n'arrivait pas vraiment à s'insérer. Enfin, ils ont essayé de le faire, mais en fait il y avait de la résistance et en pratique rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de tous les jours des gens en fait. Bon, leur grand succès a été de mettre l'école, l'école républicaine, qui a fait ses dégâts, mais en 2 ou 3 générations, quoi, quand ces générations sont sorties de l'école. Mais la particularité aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un stade où l'État touche à tout, et à chaque fois qu'elle touche quelque chose, ça se dégrade. Troisième point que j'aimerais aborder, avant de rentrer dans, disons, les conclusions, les conséquences, le vif du sujet, c'est aussi un livre que j'ai déjà recommandé plusieurs fois, je pense, de Jean de Viguerie, Les deux patries, qu'il faut lire pour comprendre la relation un peu spéciale que nous avons par rapport à tout ça en France, où il explique très bien les deux patries, donc la patrie révolutionnaire et la patrie, disons, traditionnelle, et où il explique aussi quand j'ai lu ça, ça m'a fait un tilt, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais comme ça, en tout cas, qu'on a une sorte de détestation de l'État, en fait, en France. Enfin, c'est-à-dire qu'en France, État égale le tyran qui va nous vexer, ou qui va être injuste. Donc il y a une sorte de répulsion, enfin en tout cas de crainte ou de par rapport à l'État, du fait de l'histoire, puisque depuis la Révolution, l'État systématiquement, et donc en fait les différents révolutionnaires qui ont été à sa tête, en général et quasiment systématiquement, ont toujours eu tendance à être totalitaire. Et en fait, ça vient de la Révolution elle-même et de la terreur, et de créer des terreurs d'État. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en plein dedans. Bon, il n'y a pas encore des colonnes infernales qui viennent tuer les opposants politiques, mais d'un point de vue symbolique, médiatique, tout ça, on y est complètement. Et le mensonge a pris le pas sur tout, et c'est inaudible, on ne peut plus accéder à la vérité dans le domaine public à l'heure actuelle. C'est effrayant, mais moi je n'aurais pas forcément imaginé il y a 10 ans, même si je le pensais déjà, que ça arrive à ce point. Enfin, il faut le voir pour le croire, disons. Mais bon, il y a donc ce pourpoint de l'État, et qui est plus général que les simples milieux légitimistes, puisque je pense que, bizarrement, hein, c'est paradoxal, mais ceux qui pourraient être à l'extrême gauche ou quoi, ils ont ça un peu aussi, en fait. Ça doit venir de loin, parce que ce genre, par exemple la terreur pendant la Révolution, et ce qui s'est passé pendant les révolutions et les guerres napoléoniennes, c'est resté très longtemps, je pense, même si on l'a oublié consciemment, dans nos inconscients collectifs, parce que ça a eu tellement de conséquences, de dégâts et de blessures profondes, que finalement, après la période révolutionnaire, jusqu'à aujourd'hui presque, il y a eu une sorte de consensus, je pense, en France, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique, qu'il fallait non, plus jamais de terreur, quoi, plus jamais de jacobins. Donc on met des garde-fous. Donc par exemple, un de ces garde-fous, je prends juste un exemple, mais je pense qu'il sera très parlant, c'était assurer le fait que l'éducation soit assurée par les parents, et donc assurer la possibilité de l'école libre, et l'école à la maison en particulier. Et pour une petite histoire, comme vous savez, ce principe, disons, d'or, ce principe d'or est tombé, puisque ça y est, l'école à la maison et l'école libre est interdite en pratique. Et ça, c'était pas arrivé depuis la Révolution. Chérie, tu peux dire. Chérie. Pardon. Et aussi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, enfin, que j'ai plutôt vécu, disons, en venant au Japon. Et ça, ce qui est, je pense, ça différencie donc, les légitimistes, mais aussi tout ce qui est droite, enfin, tout ce qui est tradition en France, qui vient de là, c'est-à-dire qu'en même temps, on a très conscience des principes politiques
fondamentaux, c'est-à-dire la nécessité de, de la politique, de protéger le bien commun, d'un pouvoir incarné, d'un État royal, enfin toute la doctrine légitimiste, si vous voulez, et en même temps, pas de satolatrie. Et donc, enfin, la satolatrie, ça peut être l'autre nom du fascisme, disons, mais je préfère pas utiliser le mot fascisme parce qu'il est tellement dévoyé, qu'il veut plus rien dire, mais disons que sa définition peut-être la plus euh, euh, objective dans l'histoire, c'est statolatrie au fond, hein. C'est-à-dire que effectivement, c'est l'État pour l'État, et ce qui ramène au coup d'État, c'est-à-dire et on le voit, il y a quand même beaucoup de gens encore, même des politiques comme ça, je pense par exemple à Asselineau, qui parlent de souveraineté, donc qui parlent tout le temps de souveraineté, on veut récupérer la souveraineté de France. Et c'est très intéressant parce qu'on ne sait jamais pourquoi en fait. Voilà, on veut être souverain, mais pourquoi faire? Et ça, nous légitimistes ou disons la droite traditionnelle, elle se dit, bon bah c'est bien la légitimité, la souveraineté, mais qu'est-ce que vous voulez faire de la souveraineté? Si c'est pour faire une terreur d'État, c'est pas forcément la peine. Et là, il y a une petite différence importante qui fait que bah, la question, c'est tout ce qui est souveraineté, etc. Tout ça, ce sont des moyens, en fait. C'est comme la force. La question, c'est pourquoi, pour quelle fin. Et retrouver, donc la vraie politique, c'est retrouver la fin de la politique, et donc qui est le service du bien commun. Bref. Donc, voilà, donc là j'ai essayé de vous présenter donc, plusieurs aspects, vous conseiller un peu de lecture aussi si vous voulez approfondir, donc Jean de Viguerie, et si le coup de force est possible. Et donc j'aimerais venir, bon là, alors, donc, à la partie plus pratique. Pourquoi pourquoi j'ai eu l'idée de cette conférence? C'est parce que, alors plusieurs choses. Bon, premièrement, bon, en pratique, la possibilité d'un coup de force. euh, et je pense pour l'instant à vue humaine relativement irréaliste pour nous, évidemment. Mais sur le fond, c'est-à-dire sur la nécessité de ce genre de sauce, je, je crois vraiment que c'est juste nécessaire. C'est-à-dire que on peut pas renouveler une politique au sein d'un système qui est vicié dans les principes. Et je pense que l'histoire, en France en particulier, nous le démontre, mais de façon récurrente. C'est-à-dire que même quand tout est aligné, même quand les gens, disons, sont personnellement convaincus qu'on peut pas faire, qu'il ne faut pas aller dans la terreur d'État, etc. Même si pendant quelques décennies ça fonctionne, parce qu'il y a eu un choc énorme avant, que ce soit la période révolutionnaire, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, euh, et ben, au bout de quelques décennies, les principes reprennent le poil de la bête, et c'est bien les principes ou les idées qui mènent le monde. Si on agit en contradiction avec les principes, ben, en état de fait, pendant un certain temps, ça peut fonctionner comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas continuer éternellement, et il faut bien que les actions s'alignent sur les principes, et c'est ce qui se passe en pratique. Et donc, si les principes sont mauvais, au bout d'un moment, les actions s'alignent sur des principes mauvais, et c'est ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un premier point que j'aimerais souligner, c'est que c'est vraiment, bon, j'ai dit la possibilité, mais en tout cas la nécessité d'un coup de force, c'est clair et net qu'en pratique, en tout cas, on ne peut pas rien faire de bon dans un régime qui est vicié. Même si, voilà, ça c'est pour la théorie. Et la deuxième constatation, c'était... Alors, bon, ça c'est très général, donc là, on parle... Voilà, la grande différence avec Maurras, enfin disons avec l'époque de Maurras, quand il parle de ça, c'est qu'à son époque, effectivement, un coup de force aurait été fait, ça aurait pu effectivement changer beaucoup de choses, parce que la société était encore relativement saine. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Demain, il y a une restauration avec un coup de force, si vous voulez. Euh, ça ne va pas régler les problèmes, en fait, hein. Ce sera juste le début à la limite, de créer les conditions qui permettent de régler les problèmes. Mais rien ne sera réglé parce que la société elle-même est beaucoup détruite. Donc ça se joue plus simplement, c'est plus aussi simple. Et la restauration doit se faire, donc pas simplement à un niveau étatique ou quoi, mais à tous les niveaux, et à un autre niveau en particulier. Et là, j'en reviens à la seconde partie de mon titre, qui était la nécessité de sortir de la légalité.
Alors ça aussi, c'est peut-être un peu trop violent, ça serait plutôt la nécessité de sortir du légalisme, pour être plus exact. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai constaté, et je ne sais pas depuis quand il y a cet esprit, mais enfin, moi-même, j'en ai pâti, enfin on était tous un peu sur ça. C'est-à-dire une sorte de légalisme ambiant euh, depuis longtemps, et qui est très prégnant et qui fait que, même à notre insu parfois, on a tendance à toujours avoir le réflexe de dire mais euh, est-ce que quand on veut faire quelque chose ou quand on commence quelque chose, n'importe quoi, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'associatif, au niveau de tout ce que vous voulez, même si c'est clairement, évidemment quelque chose par exemple, de bien, enfin c'est évident que c'est pas, il n'y a pas de problème, eh ben, le premier réflexe, ça va être de se dire tiens, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce qu'il faut que je le déclare? Est-ce que je peux le faire? Euh, et bon, je me rendais pas compte de ça, mais quand j'étais venu au Japon, par euh, contraste, je me suis rendu compte qu'ici, les gens ne se posaient pas ces questions-là, en fait. En particulier, bon, c'est très visible pour les choses économiques, puisque en France, si on regarde, si on commence à se demander la question de ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire, on fait rien, tout simplement, parce qu'on a le droit de rien faire, tout simplement. Mais ici, par exemple, si on veut commencer un petit, je sais pas moi, commerce, on ne se pose pas la question de si on n'a pas le droit ou pas, et on le fait. Tant que c'est pas quelque chose de, tant que c'est pas criminel, on parle pas de, enfin que c'est quelque chose de légitime. Et puis si ça grossit ou quoi, après on pourra penser à bénéficier, je sais pas, de créer une entreprise ou quoi. Mais enfin, en attendant, on n'a pas, les gens, on se pose pas forcément ces questions, on le fait. Et si ça marche, après, bah, il faut l'organiser pour que ça corresponde mieux à la réalité de ce qu'on fait. Mais enfin, on commence pas par créer une grosse coquille vide et sans rien dedans, quoi. Ce qui est en fait quelque chose de naturel, je pense, qui était normal même, enfin, même chez nous. Mais c'est vrai qu'on a cet esprit légaliste et ce qui m'a, disons, dans les dernières années, c'est que cet esprit légaliste est très répandu et dans nos milieux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impossibilité, même si d'un point de vue doctrinal, on peut avoir des gens qui normalement ont les idées très claires, il y a une sorte de vraiment de paralysie de se dire tiens, on peut faire quelque chose par exemple hors les élections. Ou tiens, il faut arrêter de jouer le jeu de l'État. Donc c'est-à-dire même à la limite, enfin moi personnellement ce qui m'a fait basculer sur ce plan-là, c'est la manif pour tous tout simplement. Quand j'ai vécu en réel que de toute façon on se fichait de nous, de toute façon, que ça servait à rien de perdre de l'énergie à faire des pétitions, à jouer le jeu des systèmes, enfin des recours, alors des recours dits, je sais pas, dits démocratiques ou quoi, parce que de toute façon c'était systématiquement, enfin ça donnait rien, ou les pseudo-victoires qui pouvaient être acclamées ici ou là, en fait sont des choses qui sont à chaque fois ridicules et qui sont toujours des défaites. Et en particulier pour les élections aussi, par exemple, à ce qui se passe à l'actuel, ça m'a impressionné enfin, je veux dire, même avec ce qui se passe du côté Zemmour, etc., c'est l'impossibilité complète de pouvoir sortir de cette logique électorale, comme si rien ne pouvait se faire en dehors du système. Et là, c'est là où on voit à quel point, bon, déjà la situation est critique, puisque si on, si vraiment, si on est dans cet état d'esprit, l'État peut carrément, enfin peut facilement embrayer sur un système de terreur d'État, disons, ouvert, et sans que, avec l'acceptation de tout le monde, puisque tout le monde accepte, puisque tout le monde là devient un peu légaliste, et, et qui montre l'emprise des principes révolutionnaires sur notre vie. Et donc, bon, pour conclure, et j'aimerais conclure avec ça, je pense que en tant qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait, en tant que, quelle attitude faudrait-il avoir en tant que légitimiste dans cet état de fait, c'est-à-dire que il faut être prudent évidemment dans nos positions en fonction de ce qu'on fait, si on n'est pas, c'est pas pareil tout à fait si on est père de famille nombreuse ou si on est célibataire ou si on est chef d'entreprise ou etc. Donc bon, il faut évidemment être prudent. C'est pas quand je dis qu'il faut sortir de la légalité,
il ne faut pas faire exprès de sortir à l'égalité pour sortir à l'égalité. Mais ce que je voulais dire par là, c'est sortir de cet esprit légaliste et ne pas forcément se soucier systématiquement de choses qu'on n'a pas à se soucier. Enfin, dans le sens où, en soi, on peut se faire persécuter, par exemple, si on n'a pas les enfants à l'école. Mais la question, c'est pas sur ça qu'il faut réfléchir essentiellement quand on prend des décisions sur ces sujets importants. Il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en soi, en fait. Et après, il faut regarder les difficultés pratiques et, euh, et prendre la décision prudentiellement. Mais typiquement, par exemple, pour cette histoire d'école enfin, c'est juste un exemple précis ou pour ce qui est un peu faire du commerce, par exemple. En soi, si c'est quelque chose de légitime, il faudrait cesser disons, c'est comme, j'ai l'impression qu'on a tendance à se mettre dans la gueule du loup systématiquement, même si on ne nous l'a pas demandé. Et que chaque fois qu'il y a un sujet de ce genre-là, par réflexe même, on s'embête tout seul, alors que l'État n'est même pas capable de venir nous embêter, en fait. Et que si on faisait juste ce qu'il faut faire, même si c'est complètement en fait illégal, pour le coup, par exemple, je sais pas, éduquer ses enfants soi-même, ça demande un acte de courage, mais en fait, une fois qu'on a commencé à le faire, il y a quand même des moyens, il y a quand même des... Et puis surtout, il n'y a pas... euh, il y a un grand risque moral parce que ça demande, comment dire, euh, ça demande le courage de le faire, mais en pratique, si on est objectivement, il n'y a pas tant de risques objectifs que ça. Et en même temps, c'est une bonne discipline d'esprit parce que ça permet de sortir de cette logique délétère de la terreur d'État, de l'étatisme, de la statolatrie et des principes révolutionnaires, et ça montre l'exemple, en appliquant des principes qui sont vraiment restaurateurs à notre petit niveau personnel. Donc, et en plus, ça nous libère vraiment de cette emprise d'État que nous nous imposons souvent nous-mêmes. Alors évidemment, hein, il y a les médias qui crient, il y a la peur, il y a le délateur de le voisin, il y a plein de choses comme ça, évidemment, hein. Donc ça rend plus difficile souvent de prendre des décisions comme ça, disons, qui ne sont pas antilégalistes. Mais vu comment dire, la déliquescence générale, il ne faut plus, je pense vraiment qu'il faut sortir de cet esprit légaliste et qu'il faut pas perdre son temps. Parce il faut être réaliste aussi, hein, on n'a ni le nombre ni les moyens, etc. Il ne faut pas perdre son temps avec des structures ou des sociétés ou voilà, des organisations euh, qui sont de toute façon pourries en fait à l'heure actuelle, qui ont pu avoir autrefois, parce qu'il y avait des gens bien dedans, donc qui pouvaient avoir une certaine, qui pouvaient être en pratique, qui pouvaient être bien à certains moments dans l'histoire, mais aujourd'hui, objectivement parlant, euh, quel que soit le type d'organisation, quel que soit le type de société, etc., euh, dès que ça joue le jeu révolutionnaire, en fait, ça se pourrit à une vitesse phénoménale, et c'est pas parce qu'il y a et c'est pas parce qu'on est dedans. Enfin, l'entrisme, ça marche pas, quoi. Vraiment. Je pense que les 70 dernières années le démontrent, pour la France en tout cas, le démontrent, mais de façon massive, c'est que l'entrisme ne marche pas et a même plutôt été très 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 a fait beaucoup de dégâts puisqu'il a en fait habitué tout un tas de personnes à jouer le jeu révolutionnaire en fait en permanence. Voilà. Et pour finir, et je finirai sur ça, ça sera peut-être aussi une sorte de transition pour le mois prochain. Euh, J'avais pensé à ça parce qu'à un moment donné, il y a un article d'ailleurs sur Vexia Gallia à ce sujet, pourtant c'est un peu ancien, mais il y avait eu un Rémi Daillé qui avait prôné le coup d'État. Donc c'était intéressant puisque c'est rare que quelqu'un prenne ça. Bon, c'était pas sérieux parce qu'il avait aucun moyen et bon, mais enfin il s'est fait arrêter quand même le pauvre. Enfin, ce qu'il disait en théorie était intéressant. Et moi, ce que je m'étais dit en fin d'année dernière, quand Zemmour commençait à sortir, je me suis dit, bah, de toute façon, s'il est sérieux, pour le coup, il doit vraiment penser à un coup d'État, parce que s'il veut vraiment faire quelque chose, c'est la seule possibilité réaliste, et pour le coup, lui aurait peut-être l'entre-gens pour que ça soit quelque chose qui soit
étudiable. Autant un Rémi Daillé, il sort de nulle part, et c'était plus de la comédie qu'autre chose. Autant quelqu'un qui, qui connaît en plus pas mal de, enfin, qui peut avoir pas mal d'entre-gens dont les milieux militaires, tout ça, c'est quelque chose qui serait en soi pas forcément possible. Mais le fait même que ça soit juste hors de la galaxie du pensable à l'heure actuelle, m'avait marqué, m'a dit, oui, la situation est très détériorée en fait, et dans tous les milieux et dans notre milieu aussi, puisqu'on n'a même pas, on a perdu cette indépendance pratique de faire les choses quand on fait les choses. Bon, en même temps, on l'a aussi en fait, hein. C'est vrai que je pense on l'a aussi dans le sens où que ce soit les cercles familiaux, les cercles d'amis, il y a beaucoup de choses qui se font à la barbe de l'État et c'est tant mieux. Voilà, donc je vais conclure sur ça et je laisse la place donc aux questions. Merci de votre écoute. Et n'hésitez pas à poser des questions, c'est des sujets qui sont délicats, qui ne sont pas forcément évidents, donc n'hésitez pas à... Là, je pense que vous voulez dire simplement que la République et la égalité est contraire à la loi naturelle, que c'est ça qui crée une opposition. Bien sûr, vous avez fait une longue conférence, mais en deux, trois mots, je pense que ça pourrait la résumer. Euh, oui, évidemment, c'est-à-dire que la République va contre les principes naturels, et en particulier, oui, l'égalitarisme, puisque de toute façon, c'est à loi naturelle que nous vivons dans une société hier- hiérarchisée, et que c'est toujours une minorité qui dirige. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est effectivement les principes de doctrine qui sont très inaudibles aujourd'hui, mais qui sont toujours une réalité. Ce qui fait d'ailleurs que ce qui se passe n'est jamais surprenant. Le fait que ça devienne des oligarchies, que c'est toujours des minorités qui dirigent, en fait, c'est juste la loi naturelle qui reprend ses droits, sauf que quand on la nie, ça reprend ses droits de façon tyrannique, illégitime, etc. Et, mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui... C'est souvent, il y a des personnes... Enfin, tout le monde voit qu'il y a un problème, donc on regarde les conséquences, mais on chérit les causes. Enfin, c'est la fameuse phrase reprise par Bossuet, je ne sais plus qui l'a dit en premier, mais ils chérissent les causes dont ils déplorent les conséquences. Par exemple, dire qu'il faut plus de démocratie ou qu'il faut que ce soit le peuple qui dirige, ça ne veut rien dire en fait. Ça veut juste rien dire. C'est toujours une minorité qui dirige, c'est toujours hiérarchique. La question c'est est-ce qu'on l'assume, est-ce qu'on l'assume pas, et est-ce que ceux qui sont à la place où ils sont, ils obéissent, ils font leur travail ou pas. Donc, Ça, la loi naturelle, c'est aussi la famille est attaquée, la famille tout à française fait. est attaquée, donc c'est aussi la morale avant le contrôle du pouvoir. Tout à fait. C'est-à-dire que, tout à fait. C'est-à-dire qu'on vit dans une... Voilà, c'est pas de statolâtrie. La statolâtrie, il y a un côté vraiment rousseauiste, révolutionnaire, dans le sens où on prend une page blanche, enfin, c'est le syndrome de l'énarque, quoi, hein. On crée un système et ça va tout régler. Non, non. On a une réalité humaine, et ça, on peut pas la changer. Et la famille, par exemple, c'est donc la base de l'État, ça c'est clair, la famille chrétienne, en tout cas. Le mariage, l'institution du mariage, etc. Et effectivement, on a le devoir de protéger cette loi naturelle, là, pour le coup, parce que euh, même si on sort de la légalité, parce que la loi naturelle est supérieure à toute loi positive, et, euh, et quand on va contre la loi naturelle, les dégâts sont juste énormes, et bon, bah, à l'heure actuelle, je pense que toutes ces conséquences sont vraiment visibles et facilement visibles. En fait, et c'est ça, pour nous, c'est facile, notre époque et notre génération, dans le sens où tout a déjà été dit, d'un point de vue de ces sujets-là, par exemple, et sauf qu'à l'époque, les gens qui prévenaient, mais arrêtez, si vous vexez la loi naturelle, il y aura des conséquences terribles. Je me disais, mais non, mais regardez, on en fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de conséquences. En fait, ils pouvaient dire ça parce qu'en fait, il y avait des conséquences, mais qui étaient beaucoup plus moindres qu'aujourd'hui. Mais parce qu'il y avait un biais énorme, c'est qu'en fait, la société était encore profondément chrétienne, et donc il y avait une inertie et une résistance pour protéger la naturel en pratique qui était massive, et qui faisait que le tyran d'État, malgré ses lois ne réussissait pas à détruire la société. Et là, ce qui se passe depuis 30, 40, 50 ans, c'est qu'en fait,
Euh, Depuis la Révolution française, en Europe de l'Ouest, la société, enfin l'État a réussi en grande enfin, à beaucoup avancer dans la destruction de la société. Et là, on voit là toutes les conséquences. Et plus personne ne... En fait, il faut juste plus parler de la réalité, ou alors on ne peut pas ne pas conclure, euh, parce que les conséquences sont tellement énormes, qu'elles viennent de ces causes révolutionnaires. En fait, ça devient, je trouve, je pense, quand on regarde la réalité, ça devient aujourd'hui évident, alors que dans d'autres époques, c'était moins évident, puisque les gens qui mettaient les principes révolutionnaires en place ne pouvaient pas forcément voir les conséquences tout de suite, et puis il y avait des freins énormes à ces conséquences, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais oui, oui, tous les principes révolutionnaires, il faut, et il faut les lier à la racine et en sortir. On ne peut pas faire une politique, on peut pas faire de la restauration à tous les niveaux sur des principes révolutionnaires. C'est juste pas possible. Donc, ouais. On a une question de Vianney qui demande donc que dire à la personne qui pense qu'étant donné l'état actuel de la France et le fait que oui, le retour du roi n'est pas pour cette année 2022, il faille pour lui aller voter pour que l'état de la France se détériore moins, avec par exemple encore un Macron au pouvoir au lieu d'un Zemmour ou un autre, même si le mieux sera toujours le roi. Oui, évidemment. La première chose, c'est de dire, bah, mettre un papier dans une boîte, c'est une super action. Si ça vous fait plaisir, allez-y. Euh, euh, Comment dire? Voilà, il faut être réaliste, hein. C'est pas, il faut pas. Ouais, c'est la politique du moins pire. Ça aussi, c'est naturel dans un certain sens, mais en même temps, au fond, c'est des débats qui sont un peu oiseux parce que ça va pas changer grandement ce qui se passe de toute façon. Et il faut être réaliste, c'est pas une question de là. Ils sont, ouais, bon, là, j'en parlerai peut-être plus là, le mois prochain. J'en ai parlé dans quelques articles sur Alexis Gallier. Euh, Tous sont dans la même logique. Voilà, il n'y a pas de logique différente, et Zemmour compris. Et donc, à partir de là, voilà, moi, je dois avouer que il y a pas le retour du roi il faut pas sous-estimer la possibilité des retours du roi comme ça en fait, hein. C'est pas vrai en fait. C'est juste qu'on nous a habitués à l'idée justement. Ça va dans cet esprit légaliste, c'est que et ce qui montre d'ailleurs la force du politique en soi, même si c'est légitime, même si c'est tyrannique, l'état de fait a une légitimité énorme et qui fait que tout le monde est convaincu qu'il ne faut pas changer. Parce que comme en plus on ne connaît plus, parce que les gens ne font plus d'histoire, bon, nous on en fait, mais on n'a plus l'expérience vécue du régime d'avant, ou comment ça fonctionnait bien. On ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un monde qui fonctionne bien. Enfin, on ne l'a pas vécu en fait. On peut le savoir à travers l'histoire, mais aujourd'hui on ne l'a pas vécu. Donc euh, on a tendance à se dire, puisqu'on ne connaît pas le reste, ben, en fait c'est pas forcément si mal, ça pourrait être pire. Ce qui est un biais de pensée, puisque en fait, un régime mauvais est mauvais, voilà. Mais en même temps, comme les gens vivent dedans, on trouve toujours des techniques pour rendre la chose plus tolérable au niveau particulier ou au niveau de la base, parce que sinon ça explose. Et l'État lui-même n'a pas forcément intérêt à empêcher de rendre tolérable la tyrannie, parce que si elle rend trop intolérable, ben, ça crée ça crée justement le coup d'État, le coup de force, c'est ce que vous voulez, et ceux qui sont là, ils perdent leur pouvoir. Donc il y a toujours cette tension-là, mais enfin, on est tellement dans un monde idéologique, et c'est à partir de la Révolution, qu'elle devient débile, enfin irrationnelle, et qu'elle va tellement loin dans la terreur qu'elle s'autodétruit. C'est pour ça qu'il y a eu autant de changements de régime, je pense, en France. Et puis en face, il y a toujours eu des gens qui ont une conscience très aiguë de la loi naturelle, de la loi divine, et puis on a cette histoire en France qui fait que dès qu'on regarde un peu, mais même au-dessous du vernis, on a l'exemple de ce que c'est que la bonne politique. Euh, voilà. Mais donc pour revenir à la question sur, oui, bon bah donc c'est mettre un papier dans une boîte, donc ça va pas changer grand-chose. Il y en a aucun pour rattraper l'autre, au fond. Et le moins pire sur un temps, voilà, il faut pas être,
voilà, le désordre est toujours très dangereux, donc il faut surtout pas souhaiter le désordre, et un légitimiste ne souhaite jamais ça, parce que c'est très bien le prix du désordre, mais on est objectivement déjà dans une situation tellement désordonnée, pas que dans les principes, il suffit de sortir dans la rue, je pense, euh, que voilà, je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter ou pas souhaiter, mais de toute façon, je veux dire, sur le fond, la logique ne changera pas, quelle que soit la personne élue. Et la question, c'est que s'il y a un petit... Voilà, c'est toujours pareil. Ce qui se passe, j'ai l'impression, depuis 40 ans ou 50 ans, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. On fait semblant de faire un peu du moins pire. Et parfois, il y a ponctuellement des actions qui sont... enfin, je veux dire, on est tellement dans un monde insensé que juste avoir un peu de bon sens, même sur la constatation des conséquences, on a l'impression... enfin, par exemple, c'est ce qui se passe un peu avec Zemmour. Les gens ont l'impression que d'une bouffée d'air pas possible, mais alors que alors on reste à un niveau très bas en fait, mais c'est juste constater déjà une partie de la réalité des conséquences, ça semble être un exploit. On en est à ce niveau-là. Mais malheureusement, si les logiques changent pas, voilà, je suis pas sûr que ça soit forcément. Enfin, de toute façon, la souveraineté n'est plus en France. Ça, c'est une chose déjà. Donc, ça reste illusoire de croire que c'est l'État français qui peut changer quelque chose, puisqu'au fond, il a été démantelé. Ça reste pratiquement plus qu'une force de police pour terroriser les gens. Mais il n'y a plus de politique en France. Et le danger, voilà, bon, c'est délicat ça, mais le danger de ce genre de choses, c'est qu'il y a un petit mieux pendant 2 3 ans, mais en fait, ça aggrave la situation parce que les gens se relâchent, on fait plus rien, ça se détériore encore plus et ça devient encore plus compliqué à résoudre. Donc, je pense qu'il faut vraiment prier pour le retour du roi, ça c'est clair, et qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire, c'est nos actions individuelles et de restauration, individuellement, dans nos sphères, qui change les choses en fait. Il faut arrêter de croire que ça va tomber du ciel et il faut arrêter de croire que ça va tomber... Parce que le gros défaut, moi ce que j'aime pas du tout dans ces histoires d'élections, bon, outre la division et le fait que tout le monde s'entretue, qu'il y a des divisions pas possibles, je pense qu'on le vit même dans nos cercles de connaissances, enfin des gens, alors qu'on n'est pas du tout, qu'on fait pas de débat, qu'on cherche pas à mettre de... euh, mais il y a ce côté de faux espoir. On croit que ça va tout régler, homme providentiel, etc. Et que même des gens, donc c'est presque des nouveaux messieurs, enfin c'est presque de la foi, enfin ça devient presque religieux. Donc ils ont tendance à s'éloigner juste si on a un avis différent. Parce que psychologiquement, on ne peut pas faire autre chose. Donc il y a ce côté division qui est terrible. Mais il y a ce côté aussi déresponsabilisation, c'est-à-dire faire semblant de croire que, allez, j'ai voté, ou allez, je me suis intéressé, donc j'ai fait quelque chose. Non, non. En pratique, on n'a rien fait. On a mis un bout de papier dans une boîte. C'est pas de l'action politique, ça. Et ça détourne, ça donne une sorte de caution morale au fait que, bah, allez, je m'occupe moins de ce que je peux vraiment faire, moi, en particulier dans ma sphère. Par exemple, si j'ai des enfants, je les éduquer par moi-même. Trouver des bancs de paroisse, soutenir des bancs de paroisse. Si j'ai des pauvres ici, m'occuper, monter des choses avec un bon groupe et faire des choses qui sont vraiment saines. Voilà, et que tout ce qu'on fait d'un point de vue dans nos sphères, d'être très, 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 très. Et ça c'est notre responsabilité pour le coup, d'être très vigilant et rigoureux, de ne surtout pas, et même si on est rabat-joie, parce qu'on est tellement imbibé, tout le monde est imbibé de cet esprit révolutionnaire que si on ne fait pas très attention nous-mêmes, on est victime. Et même des amis, des gens qui sont très bien, peuvent faire des erreurs énormes sur les principes. Donc d'être très rigoureux et vigilant à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit s'organiser, de surtout pas prendre les principes révolutionnaires. Parce que ça, c'est mettre le verre dans le fruit, et ça fait toujours des déconvenus à un moment ou à un autre. Et c'est très dangereux, et ça court-circuite et ça annule les efforts, donc en plus, et ça crée des divisions, etc. Alors, je veux dire, par exemple, quand il y a un groupe, il faut qu'il y ait un chef.
c'est un truc de base, hein, mais il ne faut pas que le chef soit décidé euh, plus ou moins démocratiquement. Parce qu'il y a toujours un chef qui émerge, en fait. Hein. Mais il faut surtout pas mettre les principes démocratiques, par exemple, à l'intérieur. Donc il faut que ça se fasse. Voilà. Donc bon, en conclusion, je pense que voilà, je donne certainement pas de consigne de vote. Je pense qu'il faut remettre l'action à sa place, donc c'est mettre un bout de papier dans une boîte. Après, il y a et que le gros danger des élections, c'est la division. Donc il faut travailler, nous, en pratique, dans nos sphères, à pas diviser pour diviser. Il faut dire les choses. Il faut pas. C'est ça. C'est toujours pareil. Hein. C'est pas parce que je dis ça. Il faut surtout pas être consensuel. En même temps, en pratique, dans nos sphères, il ne faut pas chercher à être arrogant, orgueilleux ou mettre de la division. C'est exactement, là on fait le jeu du diable, la République et tout ce que vous voulez. Et pas se responsabiliser, pas croire que ça va changer grand-chose et continuer à faire notre travail opiniâtre, régulier, prudent, fort, euh, juste, dans nos sphères et nous restaurer, enfin donc nous convertir personnellement, restaurer dans nos sphères sur lesquelles on a une prise directe. On commence par la famille, euh, si on a une entreprise, une association, euh, dans les paroisses, être à notre place et voilà et vraiment nous restaurer dans nos possibilités, sachant que c'est toujours pareil. Voilà, mais c'est juste. Et là, on peut faire des choses. Et là, ça demande du courage parce que c'est pas, je dis pas que c'est facile, mais souvent, c'est juste une question de volonté, de décision, et ensuite de s'y tenir. Alors c'est ingrat, ça se voit pas, on peut avoir pas mal de déconvenus, mais en fait, c'est assez en même temps sûr et continu, et on voit le progrès. Donc il faut pas se désintéresser. Enfin, voilà, il faut arriver à avoir une bonne distance, disons par rapport à ce qui se passe, être détaché quand même de ce qui se passe, parce que sinon on se fait avoir. Donc je ne dis pas se désintéresser, parce que ça nous concerne et il faut, évidemment, et on en prend les conséquences directes. En même temps, il ne faut pas trop s'y intéresser, il ne faut pas trop s'y attacher, dans le sens où il faut se remettre à notre place, c'est pas nous qui décidons. Hein. Voilà, faut arrêter de croire que c'est les élections qui décident du président de la République. Là, à l'heure actuelle, c'est de la fumisterie. Ça a toujours été comme ça en France, plus ou moins de façon subtile ou cachée. Parfois, je ne dis pas que toutes les élections ont été truquées, c'est pas du tout ce que je dis, parce que quand les gens votaient ce que arrangeait les clics, bah, on laissait voter pour que ça arrange les clics. Mais là, depuis quand même un certain nombre d'années, ça devient de moins en moins le cas. Et donc, les trucages deviennent de plus en plus. La dernière élection a été truquée. Et moi, personnellement, je suis persuadé, alors là, j'ai persuadé, mais ça depuis l'élection de Macron, clairement, j'ai pas changé d'avis, c'est qu'il n'y aura pas d'élection, euh, disons, comment on dit, équitable à venir. Que ça soit annulé, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à la contrôler, que ça soit truqué comme ça a été la dernière fois, ou que les gens soient suffisamment. Enfin, dans tous les cas, ils laisseront pas. Il faut, on est dans cette situation-là. On ne parle pas de qui pourrait être bien ou pas bien. Bon, je pense qu'il n'y a personne qui est bien de toute façon, mais même s'il y avait des gens bien, de toute façon, il ne faut pas croire que. Il suffit de faire l'histoire. Il ne faut pas croire que ça va être équitable, de toute façon, comme élection. Là, oui, ça, l'URSS de Staline, ou. Enfin, je dis pas l'URSS de Staline, mais je veux dire, dans la logique, c'est fini. Donc, voilà, c'est normal, c'est le jeu de la démocratie. La démocratie fait ça. Elle nous vend du rêve, elle essaie de compenser tous les problèmes par du rêve à la Rousseau, les lendemains qui chantent, le faux espoir, etc. Il ne faut pas se laisser avoir par ces vendeurs de sable, quoi. Et rester la tête froide, réaliste, continuer à travailler et donc à œuvrer politiquement dans nos sphères. Si vous êtes haut fonctionnaire dans tel ministère ou quoi, et que voilà, votre sphère n'est pas forcément la même que si vous avez aucune position publique. Donc évidemment, ça joue énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de coup de force, que je parle
de coup d'État, comment se pose le problème de la statolatrie, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens dans le public qui ont des vraies positions, où ils ont une vraie influence directement dans l'État même, et qui, à un certain moment de l'histoire, peuvent être des gens qui sont importants pour faire basculer justement un retour du roi, une paralysie, enfin voilà, c'est un coup de force, ce genre de choses. Mais voilà. Bon, c'était un peu long, un peu fouillé, mais bon, voilà, c'est ce que. Je sais pas si c'est certainement une réponse qui va pas forcément satisfaire, mais bon, je pense, que c'est réaliste et bon, voilà, il faut pas. Mais s'il y a quelqu'un qui vous le demande comme ça, enfin, si c'est quelqu'un qui est royaliste, normalement, si vous dites un peu ce que je dis, là, ça devrait quand même le convaincre, parce qu'enfin, ça veut dire qu'il est séduit par l'idée réaliste, mais en fait, il pense que c'est pas réaliste. Donc, en fait, c'est plus une posture et il applique pas. En fait, notre discours, même avec Siagallier, tout ça, c'est de pousser les gens à agir politiquement dans leur sphère sur les principes euh, traditionnels, en fait. Donc, à restaurer, pas avoir des postures, dire ah oui, intellectuellement c'est bien. Non, restaurer on n'a pas besoin d'attendre que le roi sorte sur le trône pour restaurer à notre niveau, quoi. Et le roi est le roi, et nous sommes sujets du roi, point. On n'a pas besoin d'un état royal pour avoir une royauté, pour avoir un roi, pour être sujet du roi, pour agir comme sujet du roi, et pour faire notre devoir de sujet du roi, en fait. Voilà. Ça, c'est un message, je pense, très important. C'est pas une histoire de cadre, de plan sur une feuille blanche. Aujourd'hui, j'ai la Constitution de la 5e République, demain j'écris notre Constitution. Ça, c'est secondaire en pratique pour nous, en fait. Je fais l'histoire du droit, hein, c'est le cordonnier qui est mal chaussé, mais en fait, quand ça se pose, ben, c'est important d'avoir des bons textes, tout ça, mais c'est pas ça qui règle, en fait. C'est souvent plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est juste la conséquence de bonnes politiques restauratrices qui aboutissent sur des bonnes lois. Euh, et- et- mais quand vous avez un système vicié, où tout est vicié, vous n'aurez jamais. Même la logique de la loi positive fait que même si le contenu lui-même n'est pas forcément mauvais en soi, le fait juste par exemple de vouloir l'appliquer de façon jacobine, ben, c'est une loi mauvaise. Par exemple, si on apprenait l'histoire de France de façon, disons, une histoire qui est vraie historiquement, juste, etc., mais de façon imposée dans toutes les écoles à la républicaine, ça serait quand même mauvais, en fait. Et là, on est dans cette logique, en France, systématique. Euh, il faut sortir de cette logique, je pense. Voilà. Voilà. Même si c'est pas évident, parfois. Mais toute petite action, enfin, je veux dire, il y a pas, c'est pas, il y a un côté, il faut se convaincre intellectuellement, et ensuite, il faut le faire dans ce qu'on peut faire. Et au début, c'est pas peut-être des petites choses, mais déjà se donner du courage. C'est pour ça que je dis sortir de l'égalisme. C'est-à-dire faire des petits actes de désobéissance civile sur des choses qui sont scandaleuses et où on n'a pas, on n'est même pas, on risque, enfin, ça peut commencer par là au début, mais se sortir de cette logique de terreur légaliste qui fait que ça nous paralyse et qu'on n'arrive pas à nous restaurer ou à restaurer nos sphères parce que on n'ose pas poser les actes qui peuvent être des actes en fait très importants et très forts d'un point de vue de notre sphère. Comme, je sais pas, on peut sortir ses enfants de l'école, c'est pas évident, hein, si vous le décidez de le faire. Enfin, je veux dire, moralement, c'est pas évident. Et c'est un peu terra incognita, mais bon, il n'y aura pas de restauration si on n'a pas le courage de poser ce genre d'acte. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit, bah oui, mais le roi, il ne va pas revenir sur le trône. Enfin, en attendant, si vous ne servez pas le roi, oui, il ne va pas revenir sur le trône. Il faut pas, il faut pas se déresponsabiliser. Nous sommes tous responsables à notre niveau de ce qui se passe et tout ce qu'on prend de dégâts de la part de l'État, tout ça, si on est catholique, on sait aussi que c'est ce que dit d'ailleurs Saint Paul, on mérite le pouvoir qu'on a, on essuie les pots cassés de plein de fautes, de plein de péchés que nous-mêmes on a pu faire, mais que tous
ancêtres et que tout a fait, donc voilà, il faut pas, c'est pas forcément injuste ce qu'on vit. Mais si on veut que ça s'améliore, il faut être juste, voilà, faire des œuvres de justice, de politique, poser des actes forts. Et, euh, et acte fort, ça veut pas dire gueuler, c'est ça le truc. Un acte fort, c'est pas un acte qui se voit forcément, c'est pas un acte bruyant, c'est des bons actes justes qui vont dans le bon sens et qui changent vraiment la réalité. Et parfois, ça se voit pas du tout. Et là, tout ça, c'est effectivement pour la masse des gens. Quand par exemple on dit acte fort, les gens pensent à acte bruyant, acte qui se voit, acte visible. Non, c'est pas du tout ça, évidemment, hein, évidemment. Alors parfois, il faut que ça soit visible, mais c'est secondaire, quoi. On s'en fiche, c'est pas ça la question. Faut que ça soit des actes restaurateurs, quoi. Voilà. Pardon, j'étais un peu long. Si vous avez d'autres questions. Alors, il y en a un qui demande que penser de la méthode Cadoudal. Qu'est-ce que c'est que la méthode Cadoudal? Si, je vois qui est Cadoudal, mais je... oui, bien sûr, non, mais oui, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par la méthode Cadoudal? Chouan? Oui, moi je pense que, enfin, une sorte de sortir, c'est ce qu'il savait faire les contre-révolutionnaires pendant la Révolution et ensuite, c'est-à-dire qu'ils se préoccupaient pas de ce que faisait ni la République ni l'État, ils faisaient ce qu'il fallait faire à leur niveau. Bon, et pendant la chonnerie, etc., là, c'était carrément de la guérilla, enfin, oui, enfin, de la contre-révolution armée. Oui, il faut en soi être prêt à aller jusque-là si la situation l'exige. Enfin, vraiment, en tout cas, l'esprit, c'est ça. C'est vraiment ça, oui. Si c'est la méthode Cadoudal, c'est ça ce que vous signifiez, c'est ça. C'est-à-dire sortir de la logique, je me préoccupe de ce qu'ils font. Non, non, je fais ce que je dois faire. En tant que sujet de roi, en tant que chrétien, en tant que père de famille, en tant que je sais pas, que chef dans tel village, en tant que épouse, en tant que fils, en tant que sujet, en tant que voilà, je fais ce que je dois faire et la première chose dont je me préoccupe, c'est qu'est-ce que je dois faire, comment le faire, et ensuite je regarde prudentiellement les problèmes pratiques que ça pose, mais ensuite il faut pas mettre l'inverse, c'est pas je me préoccupe de ce qu'on me dit en loi positive, tu bouges pas, tu te tais, tu fais rien. Non, non, ça on arrête de réfléchir, on fait pas les choses en fonction de ça, on fait ce qu'il faut faire. Voilà. Et il faut pas trop réfléchir à ce qu'on dit de. Parce que aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez n'importe quel sujet, vous n'avez pas le droit de le faire de toute façon. Il y avait un exemple que j'avais une fois sorti dans un article. Je crois que je ne sais plus pourquoi les enfants ils avaient des lézards. Et par hasard, mon épouse trouve sur Internet qu'en fait, on n'a pas le droit même d'avoir des lézards chez nous, techniquement, dans la loi. Je veux dire, n'importe quoi, mais enfin, si vous commencez, vous voyez, enfin, si vous commencez, surtout à l'époque, il y avait un côté plus facile, puisque comme l'État était moins prégnant, les gens ne se posaient pas la question, puisqu'ils continuaient à vivre comme ils avaient toujours vécu. Donc il y avait ce côté-là d'inertie. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on a toujours vécu, puisque la façon dont on a toujours vécu à notre niveau personnel, en général, c'est une façon révolutionnaire. Donc il faut en fait se réformer, se convertir. Euh, et donc il faut chercher dans l'histoire les exemples pour nous aider, nous guider. Voilà, l'histoire, les évangiles, etc. Dans ce sens-là, c'est plus difficile, mais en tout cas, il faut garder la même effectivement indépendance d'esprit. Donc, ne se posez pas la question sur qu'est-ce qu'on m'impose, qu'est-ce qu'on veut que je fasse. Normalement, dans un système qui fonctionne bien, oui, effectivement, ça fonctionne comme ça, hein, non. Normalement, si les choses fonctionnent bien, on ne se pose pas tous les jours la question de est-ce que l'ordre là qu'on me donne est légitime ou pas. Bon, aujourd'hui, c'est quasiment on arrive dans une situation tellement inversée que quasiment systématiquement, à chaque fois que la République ou l'État nous fait une injonction, 99% des cas, on sait que c'est quelque chose d'illégitime et un mauvais ordre. Enfin, ça devient trop désordonné, hein. Normalement, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est-à-dire que dans 99% des cas, l'ordre n'est pas mauvais, au minimum, et on n'a pas besoin de se poser la question.
Mais bon, là, on est dans l'inverse, donc il faut ignorer et continuer à faire ce qu'il faut qu'on fasse, ou faire, ou se changer. Alors, et c'est là où il y a le coût, c'est que pour beaucoup de gens, c'est pas, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pris des bonnes habitudes, disons, qui ont toujours vécu de la même façon. C'est contre-révolutionnaire, c'est pas un peu. Au fond, les Chouans, les Vendéens ou les contre-révolutionnaires, ou pas forcément d'ailleurs des gens qui politiquement étaient contre-révolutionnaires mais qui en pratique l'étaient, en fait, continuaient à vivre comme ils avaient toujours vécu. Donc quand on est dans cette inertie-là, bon, il y a un côté plus facile. Effectivement, quand on se convertit quelque part, qu'on devient royaliste, etc., il faut poser des actes pour se détacher des mauvaises habitudes ou des servitudes que l'on avait par rapport à la République. Et dans ce sens-là, effectivement, ça demande des actes qui sont moralement peut-être plus coûteux ou plus forts. Et ça, c'est un effort à faire et ça demande une connaissance minimale de la doctrine. Déjà, parce que pour changer de vie, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Et on peut pas. euh, et pour ça, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, ensuite, il faut le faire. Et ça, bon, il y a des principes généraux, c'est ce qu'on essaie d'exposer dans la doctrine, etc. Après, c'est chacun prudentiellement dans sa vie qui doit faire ce chemin. Et ça, on est tous responsables individuellement, personnellement, de ça, en fait. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Ne serait-ce que, voilà, quand, je sais pas moi, 1000 personnes déterminées font un coup de force, hein, il n'y a pas de souci, par exemple. C'est pas une question de nombre, c'est pas une question, voilà, donc effectivement, la méthode Cadoudal, si vous entendiez cette, disons, indépendance d'esprit qui fait qu'on ne se préoccupe pas euh, de ce que fait là les méchants quelque part, et on se préoccupe de nous ce qu'on doit faire et on le fait, oui, tout à fait, oui, c'est tout à fait. Que ça aille jusqu'à la contre-révolution armée ou que ça soit juste euh, pas forcément armée, enfin disons, c'est les situations et les circonstances qui appellent ça, c'est pas, mais en tout cas dans l'état d'esprit, c'est ça, oui, tout à fait, tout à fait, très bonne remarque. Et donc du coup, moi, c'est plus du coup pour rebondir là-dessus. Donc ça voudrait dire que concrètement, là, ça invite, comment ça s'appelle, à faire forcément un coup d'État, du coup. Entre guillemets, à prendre les armes et à y aller, quoi. Non, non, parce que, enfin, oui, non, non, dans le sens, voilà, deux choses, c'est que, euh, comme je le disais, euh, disons, même si c'était possible, hein, voilà, disons, on soit fort, on a les armes, machin, euh, c'est pas mal de se préparer, parce qu'il vaut mieux savoir utiliser une arme, il vaut mieux savoir se défendre, le cas échéant, hein, plutôt que se faire massacrer. Voilà, enfin c'est bien d'être martyr aussi si on est vraiment martyr pour la foi, mais enfin c'est pas mal aussi de savoir se défendre et de pas se défendre et de décider de pas se défendre. Alors que si on sait pas se défendre, on se fait massacrer, on peut pas décider de pas se défendre. Bref, mais pour revenir, voilà, deux distinctions quand même que je pense que c'est important à faire, c'est coup d'État, coup de force. Je pense que le coup d'État est relativement toujours quand même illégitime dans le sens où il y a quand même cette, enfin si on a, voilà, il faut se mettre d'accord sur le sens des termes, mais il y a quand même cette nuance qui fait qu'on veut s'emparer d'un appareil pour utiliser les mêmes méthodes, même si on... Et en fait, quand on fait un coup d'État, il y a un peu ça. Et c'est là où la discussion de morale, ça est très intéressante, je pense, parce que voilà, le coup de force, c'est pas ça. Le coup de force, c'est euh, virer vraiment le régime et changer la logique, en fait, pour rétablir la justice et rappeler un roi. Voilà, donc bon, déjà, voilà, cette différence. Et le problème, c'est que de toute façon, vu l'état d'esprit à l'heure actuelle, personne ne fait cette distinction et tout le monde est dans la logique coup d'État. Mais vous voyez, c'est vraiment l'idée, parce qu'on on se prend tellement d'injustice dans la tête que le réflexe, c'est bah, je vais rendre l'injustice pour l'injustice que je reçois. C'est un peu le réflexe païen, mais c'est logique. C'est la vengeance, etc. C'est une justice humaine. D'ailleurs, c'est Saint Paul, quand il parle de ça, il dit ça, hein, quand il parle il ne faut pas être sage aux yeux des hommes, c'est parce que dans la logique païenne, être sage, c'est se venger quand on se prend un pain et rendre un pain. Et le message du Christ, c'est pas ça, c'est ne rendez pas d'injustice pour les injustices que vous recevez, mais rendez la justice pour l'injustice. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la force, mais ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément
tuer celui qui a tué des gens chez nous. Il faut le punir parce que c'est une question de justice, mais pas forcément nous déjà. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut. L'idée des évangiles, c'est que c'est d'avoir la justice divine. Et vous inquiétez pas, si la personne ne se convertit pas, elle prendra encore plus cher dans l'autre monde. Donc c'est pas vraiment votre problème. Ce qui est important, c'est que les gens se convertissent, parce que si on apporte des injustices contre l'injustice, ça finit jamais en fait. C'est la guerre qui appelle la guerre, la division qui appelle la division. En fait, ce qu'on vise, c'est la conversion des gens, en fait, hein, que ce soit royalisme ou à l'évangile, c'est que nous-mêmes, personnellement, et puis les autres, ça ne passera que par une conversion. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire que demain, on prend les armes, on fait un coup d'État. Non, même si c'était possible, euh, la réalité sur le terrain ne va pas changer du jour au lendemain. Alors évidemment, une vraie restauration change les choses, donc c'est évidemment important, mais enfin de toute façon, quand je disais la possibilité, à l'heure actuelle, elle n'existe pas cette possibilité, donc la question ne se pose pas vraiment, ça reste presque rousseauiste comme façon de penser, mais en tout cas d'un point de vue personnel, sortir de cette logique de légalisme, poser les actes qu'il faut poser, savoir ce qu'il faut faire et le faire, et puis en pratique apprendre à se défendre et tout ça, je pense que quand même, on nous a habitués à l'idée aussi que c'est bien de jamais se défendre et de ne pas savoir se défendre, etc. Il faut savoir le faire. Mais disons, voilà, c'est ça, c'est le problème de la force. La force est une vertu, c'est pas un mal en soi, la force n'est pas la violence, voilà. Et pour protéger la justice, il faut être fort. Donc c'est important d'acquérir de la force. Donc, par exemple, de savoir se défendre. Et la force, c'est pas forcément physique, hein, c'est aussi physique, c'est pas évidemment que physique, mais il faut jamais. Et là, c'est là qu'il faut être différent de tous les autres qui sont à tendance révolutionnaire. Il ne faut pas être violent. Enfin, il ne faut pas utiliser la force pour l'injustice. Alors, ça peut être violent, en fait, c'est pas vrai. C'est normal d'être violent contre un mal. Par exemple, même par rapport à une conversion personnelle, quand on a des vices ou des habitudes mauvaises, pour les arracher, c'est violent. Mais c'est bien. Mais parfois, par exemple, je sais pas, question simple, tabagisme, vous voulez arrêter de fumer, ça va être violent. Voilà. Ceux qui ont eu l'expérience et qui décident massivement de le faire, c'est possible. Il y a des succès. Je connais moi des gens, voilà, et c'est vraiment violent pour le coup de se sortir de cette habitude. Évidemment, c'est mieux de ne pas l'avoir dès le départ. Mais le problème, c'est on est un peu dans cet état d'esprit. La France est comme polluée par la gueuse. Effectivement, comme si elle fumait 25 paquets par jour, et pour arrêter, ça va être violent. Voilà, ça, c'est sûr. Après, pour revenir sur le fond, là, le coup de force, on n'a pas la possibilité, donc la question ne se pose pas. Mais de toute façon, même si la question se posait, c'est toujours très délicat. Parce qu'il ne faut pas se rater. Ce qui a détruit la restauration et les contre-révolutions au XIXe siècle, en partie, c'était le coup d'État manqué contre Napoléon, justement. Il ne faut pas se rater. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut être... voilà. La possibilité ne se pose même pas, mais je veux dire, le jour où il y aurait la possibilité, ça ne se décide pas comme ça dans une réunion, une conférence semi-publique. Et le problème, ça suppose déjà une société naturelle qui est bien faite. C'est-à-dire que ça, c'est pas une question en soi, vous voyez, le coup de force. C'est une question prudentielle, en fait. Et évidemment que, c'est exactement ce que dit Maurras, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais avant le coup de force, il faut savoir, lui il appelle ça l'état d'esprit royaliste ou monarchique. Voilà, il faut vraiment avoir la doctrine claire, etc. Parce que si c'est et c'est là, en fait, à l'heure actuelle, c'est vraiment le danger, un des dangers majeurs, je pense, de ce qui est en train de se passer, c'est que tous ceux qui ont la possibilité de faire ce genre de choses, ils sont dans une logique révolutionnaire, donc ils veulent mettre plus de révolution pour régler la révolution, en fait. On peut récupérer la souveraineté. Donc ceux qui disent qu'ils sont souverainistes, pas tous forcément, mais il y a un certain nombre de souverainistes. Je pense à Asselineau parce que je l'avais rencontré un jour. Et je m'étais dit, mais c'est fou.
cette personne-là, en fait, elle est hyper jacobine et révolutionnaire, en fait. Elle est de l'autre côté de l'échiquier politique par rapport à nous, mais il y a vraiment. Parce qu'il parle que de souveraineté, mais il dit jamais ce qu'il veut faire de sa souveraineté. Si c'est pour faire du Staline, si c'est pour faire euh, de la tyrannie, je préfère pas de souveraineté. Parce que il faut pas oublier l'avant. Enfin, c'est très bizarre ce que je vais dire là, mais c'est pas si difficile normalement de restaurer, de poser les actes qu'on a. Parce que quand vous réfléchissez à la désorganisation totale qui est en France, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en fait, hein, aussi, normalement. Enfin, tout est interdit de toute façon. Donc, et puis de toute façon, c'est tellement la chienlit dans toutes les administrations, tout ça, que quand ils veulent vraiment mettre quelqu'un en prison, oui, d'accord. Mais si c'est juste, si on parle des choses qui ne sont pas justement de coups de force ou qui sont des choses de la vie courante, en fait, on a pas mal de possibilités de faire des choses parce qu'en face, ils ne sont pas vraiment capables de contrôler, de contrôler ce qui se passe, en fait. En fait, les gens s'auto-censurent tout le temps. Et c'est ça qui est terrible parce que il suffirait de ne pas s'auto-censurer. En fait, et c'est ce qu'ils ont peur d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils essaient de contrôler enfin, toutes les restrictions de liberté qu'il y a eu, tout ça, c'est qu'ils sentent bien qu'ils perdent. Mais, mais pour vous dire à quel point c'est lâche au niveau de l'organisation, malgré toutes les mesures et tout ce que vous voulez, par exemple, on n'a jamais réussi à mettre en place au niveau des frontières, par exemple, à appliquer les règles, soi-disant, par exemple, de confinement, etc. Je veux dire, au Japon, ici, dans le pays, on fait ce qu'on veut, mais aux frontières, si l'État a décidé que vous restez 15 jours dans une chambre d'hôtel, il vaut mieux pas que vous y restez. Et si vous sortez, ils vous mettent en prison, quoi. En France, on n'a même pas l'organisation capable d'assurer ce genre de logistique. Bon, ça change. Et quand ils veulent mettre vraiment quelqu'un en prison, Randy il est en prison. Bon, voilà. Mais, ça, c'est pas pour le, disons pour le tout venant, quoi. C'est vraiment quand il y a une volonté précise sur quelqu'un. Mais au niveau individuel ou personnel ou dans nos sphères, en fait, on a, on a beaucoup de moyens de liberté. Alors, c'est très désagréable parce que on sait qu'on doit le faire de façon légitime. On est quasiment dans une situation enfin non, on est dans une situation, je pense, qui pouvait peut-être ressembler un peu pendant la période révolutionnaire ou pendant l'occupation par les Allemands, où dès qu'on fait quelque chose de bien, pratiquement, ça devient, enfin, j'exagère un peu, mais on sait que c'est illégal, donc on le fait en sachant que c'est illégal, donc on le fait à la barbe du pouvoir, mais on sait aussi qu'on a plein d'alliés autour. Donc il y avait plein de gens qui laissaient faire en fait, parce que c'est évident que c'était. J'imagine que pendant le confinement, tout ça, tout le monde l'a vécu plus ou moins, j'imagine, bah, vous n'avez pas forcément respecté les trucs, et puis en fait, il y a pas mal de tolérance, vous trouvez toujours des alliés, etc. Alors, ce qui est toujours embêtant, c'est qu'il y a aussi les délataires, les machins, mais en fait, même les policiers, au bout d'un moment, je crois qu'il y a certaines régions, par exemple, dans les Alpes et tout ça, personne n'a jamais rien respecté, et à commencer par les gendarmes et les policiers, parce que, bon, déjà, c'est peut-être le côté alpin qui faisait qu'il y avait cette indépendance d'esprit, et puis ça devenait tellement fou que. Donc en fait, il y a des possibilités aussi hein, de désobéir. Voilà. Mais, mais, mais il ne faut pas sous-estimer quand je parle de coup de force, coup d'État, et c'est important de comprendre les définitions, les principes. Mais après, c'est des choses prudentielles en pratique. Et faut pas vraiment s'en préoccuper, je veux dire. Voilà. C'est important de changer de logiciel. C'est-à-dire voilà, par rapport à la force, par rapport à la violence, etc. Il ne faut pas tomber dans le genre, c'est pareil, c'est jamais des solutions en soi, et c'est souvent, l'histoire le prouve, euh, c'est très facile à être pris par la révolution. Et quand Maurras faisait sa distinction et parlait de ça, en fait déjà il n'a jamais fait en pratique. Et c'est parce qu'il s'adressait à quand même un substrat qui était encore très traditionnel dans ce sens-là. Donc on avait encore une conscience à la fois du coût énorme, du risque, euh, parce que ce genre d'action peut être le déclencheur de vraiment une terreur gouvernementale dure,
et d'un désordre anarchique terrible. Donc, et c'est pour ça que quand je dis, voilà, quand ça se passe dans l'histoire, il ne faut pas se rater, hein, parce que si on se rate, les conséquences peuvent être terribles. Donc c'est pas, voilà, on est, on n'est pas des bolcheviks ni Lénine, tout ça. Eux, l'obsession, c'était de s'emparer de l'appareil d'État et d'en faire encore plus de révolution, en fait. Mais c'est pas du tout la logique qu'il faut avoir, évidemment. C'est rétablir une justice et voilà, coup de force, coup d'État, ça peut être un élément de la chose, mais voilà, c'est au fond secondaire. Au fond. De toute façon, voilà, comme je disais, on n'a ni la possibilité, ça ne se décide pas comme ça, donc la question ne se pose pas vraiment, mais en tout cas, et ça c'est un problème, le fait qu'il n'y a pas la possibilité aussi. C'est-à-dire que si ce genre de choses pouvait vraiment apporter quelque chose de sérieux, etc., il faut se donner un peu les possibilités. Et pour ça, il faut qu'on soit indépendant, qu'on apprenne à se défendre, qu'on ait nos bases, qu'on puisse se fédérer, se protéger. Et ça, c'est le retour, oui, c'est la restauration des sociétés naturelles. Mais je pense qu'il faut que ça soit toujours innervé par la surnature. Comme je le disais, là, voilà, aussi une grande différence, bon, je ne vais pas parler de Maurras spécifiquement pour Ayn Maurras, en fait, on s'en fiche un peu, mais il y a une incompréhension dans nos milieux, c'est-à-dire qu'en fait, même dans le texte que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une référence à Saint-Paul implicite, en fait. Personne n'en parle de ces références-là, parce que, en fait, il est très thomiste, il a été formé par les jésuites, etc. Mais il n'en parlait pas parce qu'à l'époque, l'ambiance était hyper laïcarde, donc c'était tabou, il fallait vraiment séparer religion et politique. Mais en fait, paradoxalement, tout le monde était catholique, et tout le monde avait son catéchisme à peu près connu, même les républicains laïcards, bouffeurs de curés. Et donc, en fait, tout le monde avait les principes évangéliques quand même bien ancrés. Donc ils pouvaient dire ce genre de choses qui pouvaient d'ailleurs quand même choquer à l'époque, enfin en tout cas qu'ils essayaient de le faire passer pour un agitateur, un révolutionnaire et tout ça, du côté du pouvoir, parce que c'est ça en fait aussi le risque quand on a ce genre de discours, c'est que tout de suite c'est facile de dire ah, mais ouais, alors t'es révolutionnaire. Non, pas du tout. Et effectivement, à notre époque, on a perdu ce substrat chrétien et traditionnel. Ce genre de... C'est d'autant plus délicat. Et donc, c'est d'autant plus compliqué. En tout cas, à la différence de l'époque, c'est pas une question de changement de main. Voilà, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que une restauration institutionnelle n'est vraiment qu'un prérequis et la façon dont ça se fait, c'est toujours important et c'est clair qu'il faut toujours mieux éviter un coup de force, un coup d'État. Mais en même temps, il faut être réaliste. Objectivement parlant, la République se défend bien et elle ne laissera jamais un changement de régime. Donc comme le disait Maurras à l'époque, je pense que ça n'a pas changé. On voit difficilement comment un changement institutionnel peut se faire sans une forme ou une autre de coup de force. Alors ça peut s'écrouler comme l'URSS. Hein. À l'époque, ça, je pense que c'est vraiment pas du tout impossible et qu'on est plus près de ce genre de scénario qu'on ne le croit. Le problème, c'est qu'une fois que ça s'écroule, qu'est-ce qu'il y a à la place? Voilà, c'est pas pareil. Alors, je pense que c'est pour ça que même si tout est en train de s'écrouler autour de nous, c'est pas, ça on n'y peut rien, et c'est pas forcément un mal dans le sens où chaque personne qui, dans sa vie personnelle, qui peut être hyper républicain, tout ce que vous voulez, a vécu vraiment quelque chose de fou d'un point de vue, je sais pas, la contradiction. Par exemple, je sais pas, là je pense à ce qui se passe du côté de la propagande pro-ukrainienne et compagnie. Tous les gens qui ont été, je sais pas, par exemple russophiles, qui connaissent un peu la Russie, qui ont pu peut-être y aller, qui parlent russe, ou qui connaissent la situation pour une raison ou pour une autre, mais qui sont pas du tout royalistes, pas du tout légitimistes, qui sont même peut-être républicains, qui croient que la République leur a donné la possibilité d'être ce qu'ils sont, j'en sais rien. Là, par exemple, s'ils connaissent la situation, ils peuvent se dire mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça peut les toucher en pratique. Pour d'autres, ça sera les gilets jaunes, pour d'autres, ça sera... Mais quand
Et là, effectivement, si on est dans cette ambiance-là, s'il y a un écroulement de régime, on peut se dire, voilà, il y aura vraiment beaucoup de gens qui seront plus jamais, voilà, plus jamais jacobins, par exemple. Enfin, à l'époque, pour la Révolution, c'était ça, plus jamais jacobins. Et ça permet d'éviter le pire. Le problème, c'est que on ne peut jamais savoir vraiment, et ça c'est délicat. Je pense qu'il est encore possible à l'heure actuelle de récupérer les pots cassés sans, sans que tout le monde s'entretue, même si c'est extrêmement compliqué, je pense. Euh, le problème, c'est que quand on est à la limite du... Enfin voilà, c'est-à-dire que de toute façon, on aura les conséquences des actes qui sont faits. Donc la seule question, c'est jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire que si on... Voilà, et ça dépend de nos vies aussi personnelles et comment on arrive à convaincre les gens qui sont autour de nous. Mais de convaincre les gens de dire, mais il faut se convertir, hein, il faut changer. Si vous ne le faites pas, on va prendre encore plus cher. Et la seule question, c'est jusqu'au moment où on comprend quand on commencera à s'entretuer, que les gens tomberont comme des mouches, que vous aurez plus le droit, enfin, c'est déjà plus ou moins le cas, qu'on n'avez plus le droit de sortir, etc., je sais pas quoi. Euh, si c'est ça, s'il vous faut ça pour comprendre, on l'aura, vous inquiétez pas. Mais si vous préférez ne pas passer par la case terreur d'État jacobine, qui risque, qui, qui peut apporter une destruction terrible pour tout le monde, il faut se convertir tout de suite et changer sa vie et changer déjà sa vie intellectuelle, quoi, parce que ça apporte rien de bon. Mais le problème à l'heure actuelle, c'est que voilà, c'est cette ambiance légaliste, c'est sur ça que je voulais plutôt insister, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont censées avoir une certain, disons, comprendre les principes politiques ou quoi, ou je sais pas, la droite nationale, ou je sais pas, ils sont dans cette logique légaliste et c'est pas du tout encourageant, c'est même dangereux parce que on imagine très bien. Vous voyez, quand les régimes perdent la main comme ça, c'est là où ça devient. C'est ce qui se passe en 92 ou quoi. Ils font encore plus de guerres, encore plus de massacres pour créer une unité factice face à des ennemis factices et pour survivre. Et ça c'est un enchaînement qui est très dangereux. On est un peu dans cet enchaînement-là. Et il n'est pas aigu, mais il y est quand même. Et on se dit que voilà, les étincelles sont très forcément voilà, dangereuses. Mais ça, de toute façon, on est à chacun à notre niveau. Donc, à notre niveau, la restauration complète, massive, on pose des actes. Et c'est pas à nous de nous préoccuper de ça, parce qu'on n'est pas responsable. On n'est pas responsable de. Enfin, on subit les conséquences, etc. Mais on n'est pas responsable personnellement des actes débiles que font tous nos gouvernements. Hein. Donc il ne faut pas se soucier trop de ça, mais en revanche, on est responsable de tous les actes que l'on fait, de ce qu'on dit, euh, de ce qu'on sait et de ce qu'on ne dit pas. Ça peut être voilà, le mensonge par omission ou par lâcheté, voilà, dangereux. Mais voilà. Donc prendre les armes et aller faire le coup de force, ça fait toujours rêver parce qu'on se dit qu'on fait quelque chose, mais bon, on n'a pas la possibilité, c'est pas réaliste, je pense. Et puis surtout, ça donnerait pas, vu l'atmosphère à l'heure actuelle. Mais bon, les choses peuvent changer très vite, hein, c'est toujours pareil. Hein, on ne sait jamais ce qui se passe en politique. Rien n'est impossible. Moi, j'ai pas d'armes chez moi là. On n'est pas suisse. Mais effectivement, ouais. Mais c'est important hein, de se former, je pense, d'être réserviste, d'apprendre des choses comme ça de base quand même. D'autres questions? Des commentaires? Euh, s'il n'y a pas d'autres questions, Non, ça m'a l'air de tout. Hein. très bien. Je vous propose de conclure. Donc peut-être d'abord, avant de finir la prochaine fois,
Je pensais on va éviter le vendredi saint, donc je crois que ça nous amène au... c'est quel jour déjà? 8, 8 ou 9 avril. Alors le 8 avril, c'est le vendredi. Voilà, c'est ça. Donc le 8 avril, je pensais, donc, à la même heure. Et le sujet que je pensais traiter, bon, j'imagine qu'il y aura des questions sur les élections parce qu'on s'en rapproche, mais enfin, j'avais appelé ça, oui, c'est ça, l'union du trône et de l'autel, euh, ou de la nécessité du politique. Donc de parler un peu voilà, c'est ça, de parler à la fois de la religion, mais bizarrement, pour nos milieux, l'importance du politique dans la religion. Voilà, quelque chose de ce style, sur ça je vais présenter parce qu'il y a aussi des choses à clarifier. Voilà, donc pour terminer, par une courte prière, je vais terminer par une courte prière à Notre-Dame. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger délivrez-nous, seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc merci pour votre attention, d'être resté tard.